Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, oui. Eh bien, on va démarrer, voilà. Donc, sur cette table ronde consacrée au mécénat, le titre, c'est Éligibilité du mécénat, fonctionnement et caractéristiques, ce qui fait que le champ est assez large quand même, et on va essayer de bien préciser les choses. Et puis ça tombe bien parce qu'autour de cette table, il y a des experts, voilà, à mes côtés. Donc je vais vous les présenter dans quelques instants. Et l'idée, c'est d'essayer ensemble, pendant cette heure et demie, de réfléchir et d'analyser les rouages du mécénat, comment il se pratique aujourd'hui, en confrontant voilà, les différents points de vue. Et puis on gardera du temps aussi pour que vous puissiez échanger. C'est quand même assez essentiel tout ça. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Mathilde Salvert. Je suis directrice et fondatrice de la structure Appellation d'origine culturelle. Voilà, c'est une entreprise que j'ai montée il y a 10 ans. Là, je suis basée à côté de Montpellier depuis peu. Et je suis spécialisée dans le mécénat culturel. Voilà, j'accompagne des acteurs privés, publics, des théâtres, des scènes nationales, des centres dramatiques nationaux, des associations, sur ces questions-là, voilà, de démarrer une stratégie, d'accompagner, de rechercher des mécènes aussi. Donc il y a une partie concrète. Et puis j'ai une autre partie de mon activité, c'est de mettre en place des événements culturels, des festivals. Donc là, c'est un peu l'inverse, c'est quand on a le budget, là, je ne vais pas chercher des fonds, et c'est de faire venir des artistes dans des lieux où ils ne sont pas forcément habitués à jouer. Alors en préparant cette table ronde, je me suis posé la question, puis on se l'est posé aussi en préparant ça, que dire de nouveau sur le mécénat. La loi va avoir bientôt 20 ans, donc voilà, il y a ce cadre-là, on y reviendra évidemment. Voilà, le dispositif quand même sur le mécénat est connu, reconnu, on le verra. En tout cas, il y a 20 ans, moi, quand j'ai terminé mes études, on en parlait très très peu du mécénat. Donc là, les choses ont heureusement bien changé. Ça s'enseigne dans des masters. Voilà, on en reparlera également. Et puis du point de vue des entreprises, les entreprises pratiquent de plus en plus, heureusement, le mécénat. Les chiffres quand même progressent. Ça aussi, on va affiner tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, un petit peu où c'est qu'on en est. On va un petit peu essayer de faire voilà, une petite vision globale sans être non plus trop académique. Et puis encore une fois, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Je ne me lance pas encore dans les chiffres, on va revoir tout ça. Je voulais peut-être ajouter que d'un point de vue culturel, questionner le mécénat, c'est réfléchir évidemment à son modèle économique, à ses ressources propres. Mais ce n'est pas que ça. Pas que cela, c'est bâtir une stratégie pour avoir une réflexion en interne sur quels sont les enjeux autour du mécénat, comment on va s'adresser aux entreprises. Pour amorcer ce dialogue, il y a des préalables à valider avant. C'est accepter aussi que les entreprises viennent dans sa structure, dans son institution. Ça peut poser problème. Très récemment, il y a eu encore des articles. Bon, la presse n'est jamais très tendre sur le mécénat, on le sait. Mais voilà, là, par exemple, l'association Greenpeace vient d'assigner le tribunal administratif. Voilà, c'est très récent, hein, contre le musée du Louvre, voilà, accusé d'avoir reçu de l'argent de grandes compagnies pétrolières et gazières. Donc voilà, là c'est l'actualité très récente. Mais au-delà, voilà, de cela, qu'est-ce que permet aussi le mécénat, qu'est-ce qu'il engage aussi, quel champ il ouvre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ouverture aussi. Voilà, quels sont les ressorts pour que des entrepreneurs, des entrepreneuses se décident de soutenir la culture, la création. Et donc, pour élargir un peu plus le champ, on peut se poser la question aussi de la question du don, la question de l'argent, donner de l'argent. C'est pas uniquement de l'argent d'ailleurs, ça peut être son temps, ses compétences en faveur de l'intérêt général. Cela pose la question quand même de la motivation profonde des entrepreneurs. Ça, c'est vraiment important quand même de l'avoir en tête. Voilà, comment donner, pourquoi donner, quel est l'échange,
même si le mécénat, le don est censé être désintéressé, on pourra peut-être l'évoquer, il y a quand même un contre-don, il y a des avantages fiscaux, voilà, il y a quand même tout cela à bien avoir en tête. Mais qu'est-ce qui se joue vraiment dans cet échange et voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un entrepreneur va s'engager dans l'art, dans la culture, et va y engager son entreprise, pas uniquement à titre personnel, évidemment. Donc voilà, cette question-là des ressorts, des motivations, qu'est-ce qui fait vraiment la substantifique moelle du mécénat? On va essayer de l'aborder pendant cette heure et demie. J'aimerais aussi qu'on puisse aborder le fait que tout cela, c'est aussi c'est un métier qui est pas très connu, reconnu. Donc, c'est important aussi de préciser qu'on ne se lance pas par hasard dans cette démarche, qu'il y a des préalables, qu'il y a des compétences, plein d'outils à mettre en place qui font que ça pourra fonctionner, où on pourra se poser des bonnes questions. Donc, on va rentrer dans le vif. Je vais présenter les intervenants et l'idée, c'est que vous puissiez aussi avoir peut-être des éléments un peu concrets sur le mécénat, comment ça s'incarne, pour qu'au final, on arrive vraiment à bien comprendre ce qui se joue là-dedans. Véronique Cotenceau. Voilà, donc on se connaît, donc on va se tutoyer. Donc tu travailles à la DRAC Occitanie, tu es chargée de la communication et du mécénat. Et donc je vais te laisser tout de suite la parole pour que tu présentes un petit peu peut-être ton parcours aussi, comment tu es arrivée là et puis ce que tu fais en tant que responsable du mécénat à la DRAC Occitanie. Merci Mathilde. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme Mathilde l'a dit, je suis un peu l'élément peut-être perturbant, le fait de voir qu'à la tête de l'État, enfin de la DRAC plus particulièrement, il y a des personnes en charge du mécénat. Ça pourrait être pris curieusement ou peut-être contre-productif. Eh bien non, je pense que c'est très bien que ce soit l'État qui est garant de l'intérêt général qui s'occupe également de cette mission et de développer le mécénat en région. Donc je suis responsable de la communication du mécénat et d'autres missions à l'échelle de cette grande région qui est... Et là, je précise d'emblée l'idée de la fusion des régions qui peut-être a fait perdre tout de même en proximité des acteurs. Et le mécénat est vraiment, et la proximité est essentielle dans le développement du mécénat. Donc on essaye de ne pas la perdre, même si la région est à la hauteur de l'Autriche. Hein. Donc il faut se rappeler que c'est quand même 13 départements et que les champs de la culture sont très vastes. Et là, nous sommes là plus pour parler peut-être des artistes et du spectacle vivant, mais le mécénat culturel touche bien évidemment toutes les disciplines transversales et sociétales. Donc pour ma part, j'interviens également, comme le disait Mathilde, c'est un métier et j'ai trouvé intéressant de me rapprocher des masters culturels et des directions de master 1 et 2 pour pouvoir dispenser, non pas enseigner, je ne suis pas universitaire, mais dispenser des interventions en master 2 culturel, notamment à Sciences Po à Grenoble, à Paul Valéry à Montpellier dans la direction artistique de projets culturels et à Montpellier, au MoMA, Marketing, Innovation et Territoire. Il m'a semblé important que les étudiants puissent maîtriser aussi cet outil, puisque maintenant, il faut le dire, ce n'est plus une niche fiscale, ce n'est pas une niche fiscale, surtout pas, et le ministère des Finances nous laisse tranquilles. Nous maintenons cette loi en l'état, ce qui est d'ailleurs une très très bonne loi pour la France. Alors je ne sais pas si tu présentes les autres ou si je démarre dans le vif du sujet, mais voilà, j'avais la charge après de vous faire peut-être vous parler des fondamentaux et du panorama existant sur le mécénat. Donc là, j'en termine juste sur ma présentation et je suis juste plutôt, je ne cherche pas de mécénat, contrairement à Mathilde. Moi, je ne cherche pas pour l'État ni pour les acteurs culturels du mécénat à leur place, mais je fais avec eux. Donc, en fait, mon rôle est d'être la médiatrice, il faut parler au féminin aussi, médiateur, médiatrice, entre le monde de la culture et le monde de l'entreprise, mais mon fonds de commerce, sans jeu de mots, c'est plutôt les acteurs culturels, au sens large. Voilà, donc
Voilà ce que je fais. J'accompagne dans la limite de mon temps et de l'importance de la région. Voilà. Je présente rapidement, aux côtés de Véronique, Maître Perru, voilà, qui est avocat, fondateur du cabinet Gaïa à Paris, et qui connaît très très bien le mécénat, puisque au-delà de son activité d'avocat, spécialiste des collectivités territoriales, vous avez créé un fonds de dotation. Vous êtes un des tout premiers à avoir créé un fonds de dotation qui s'appelle Artouti. Donc ce sera intéressant aussi d'avoir votre point de vue, aussi sur la pratique. Cette chose quand même, ce nouvel outil très intéressant qui est un fonds de dotation. Et à côté de Maître Perru, Clémence Boissanté, qui est directrice artistique de la galerie Le Réservoir. Également, il y a une autre galerie à Montpellier et une nouvelle galerie qui vient d'ouvrir, qui s'appelle aussi Réservoir à Paris. Et donc, qui a été créée par Gilbert Ganivin, qui est mécène, collectionneur, homme d'affaires, et donc qui a monté cette chose très étonnante, une galerie. Et donc, vous allez nous préciser un petit peu tout cela dans quelques instants. Bon, on va démarrer. Véronique. Voilà. Oui, merci. Planter le décor. Merci Mathilde pour cette présentation. Est-ce que je peux poser une petite question à la salle? Est-ce qu'il y a des entreprises au sens où on l'entend, entreprises mécènes? Levez les doigts. Donc il y a beaucoup d'acteurs culturels dans la salle, c'est pas grave du tout. Voilà, c'était juste pour tester l'auditoire. Voilà. Donc je vais commencer. Je vais me mettre debout. Je ne suis pas là pour vous donner un cours. Hein, pardon, je me lève parce que je crois qu'il y a des contraintes au niveau de la visibilité. Donc voilà, j'aime bien mettre cette phrase de Claude Lévi-Strauss, en fait, qui ne l'avait évidemment pas écrite pour le mécénat, vous en doutez bien, mais qui dit il y a plus de choses dans l'échange que de choses échangées. Et je crois que tout est dit dans le rapport entre la culture et l'entreprise à travers cette phrase, même si bien sûr on parle au travers de derrière cette phrase, bien sûr, de défiscalisation aussi, mais que les rapports humains sont bien plus importants que l'argent. Alors rapidement, ce n'est pas pour vous assaillir de chiffres, mais je vais vous en donner un ou deux. Quand j'ai pris le dossier il y a plus de 10-12 ans, puisque la loi va, comme le rappelait Mathilde, est de 2003, elle a 17 ans. Quand j'ai pris le dossier, d'ailleurs, je l'ai pris avec beaucoup de précautions. J'étais un peu réfractaire, d'ailleurs, en tant qu'agent de l'État, en défense du service public. Je me disais, que viens-tu faire dans cette galère et pourquoi tu prends ce dossier? Mais j'en suis ravie, ça je voulais le redire aussi. Donc quand j'ai pris le dossier, c'était 360 millions d'euros. Le mécénat mobilisait, si vous voulez, 360 millions d'euros en France. 17 ans après, ce sont les tendances que nous accordent Admical et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui font des études tous les 2 ans, et qui les sortent en 2020. Alors ce ne sont que des tendances. Les véritables chiffres, vous vous en doutez, nous devrions les obtenir du ministère des Finances, puisque c'est là où les défiscalisations s'inscrivent. Donc, et ce qui m'intéressait de vous dire, c'est donc que 3,5 milliards, ça progresse parce qu'il y a des consultants. Voilà, je remonte, parce c'est un petit pas de danse, j'avais pas prévu, mais bon. Donc parce qu'il y a des consultants, parce que la presse s'en empare, même si elle n'en parle pas toujours très bien, elle en parle quand même, parce qu'il y a des professionnels qui s'en emparent et parce que la loi évolue, donc c'est tant mieux. Alors, on a aussi beaucoup d'idées reçues au travers du mécénat et je suis là pour les contredire. Alors, on pense que tout se passe à Paris, n'est-ce pas ? Hein, voilà, c'est pas l'apanage des grandes entreprises. Alors évidemment, on en parle davantage, que plus elles sont grandes, plus elles donnent davantage, donc plus on en parle. Mais bien sûr que tout se passe ici en région, et c'est tant mieux parce que notre pouls économique, le terreau de nos entreprises en Occitanie, c'est à peu près pour toutes les régions, c'est vraiment du TPE, PME, donc très petite entreprise ou petite et moyenne entreprise. Donc, je voulais juste vous dire un chiffre, c'est 62%. Qui mobilisent du mécénat en petites et moyennes entreprises. Voilà. Après, je passe vite sur les chiffres, ça se passe beaucoup au niveau local, mais ce qui m'intéresse de vous signaler en bas, et Mathilde en a un petit peu parlé, le mécénat, ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas que du numéraire. Une entreprise est tout aussi valorisée lorsqu'elle offre son savoir-faire et des biens en nature. Alors, savoir-faire, ça peut être une mise à compétence d'un savoir-faire, mais la mise à disposition d'un salarié également. Et tout ça, ça vaut de l'argent, ça vaut du temps. Donc, il faut y penser. Je pense que le mécénat de compétences est l'avenir du mécénat.
Voilà, donc on va y travailler pour que ça progresse davantage. Donc c'était intéressant de dire qu'il y a le financier, que parfois la compétence amène du financement. Donc faut croiser toutes ces façons de faire. Alors, bon, rapidement, pourquoi les entreprises viendraient vous aider? Après tout, elles ne sont pas là pour ça. Elles sont là pour faire du chiffre d'affaires dans leur corps de métier. Donc, elles le feraient. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi la responsabilité sociale des entreprises. Donc, elles souhaitent contribuer à l'intérêt général. C'est ce qu'elles disent quand on les interroge. Exprimer des valeurs de l'entreprise, ça c'est important. Vous m'entendrez beaucoup parler cet après-midi d'éthique. Et ça, j'y tiens parce que là aussi, on a dit beaucoup de choses sur le mécénat. De grandes entreprises ont fait l'actualité. C'est pourquoi d'ailleurs le ministère des Finances oblige maintenant et demande des déclarations fiscales pour les entreprises au-delà d'un certain montant. Et je pense que c'est bien. Donc et parce qu'on a souffert, enfin les petites et moyennes entreprises ont souffert de ce que les grandes entreprises ont pu faire comme dérive. Donc je pense qu'il faut mettre beaucoup d'éthique dans tout ce que vous ferez et dans tout ce que les entreprises font. Elles doivent aussi écrire des chartes éthiques. Valoriser l'image, on le sait, la réputation de l'entreprise, c'est normal, pourquoi pas. Et surtout, ce que j'aurais dû mettre beaucoup plus tôt, c'est que c'est un formidable outil de communication interne si on le fait avec ses collaborateurs et si on ne se garde pas les choses pour soi en tant que chef d'entreprise. Voilà, donc les enjeux, ils sont l'attractivité du territoire, qu'on se trouve dans le Grand Est, ou qu'on se trouve à Figueroles, ou qu'on se trouve à Montpellier ou à Perpignan. Il faut étudier, observer son territoire, ce n'est pas la même chose. Donc le dynamisme d'un territoire est extrêmement important pour une entreprise qui voudrait se mobiliser. Un autre enjeu essentiel, c'est évidemment la rencontre qu'il ne faut pas rater entre la culture et l'entreprise, mais c'est un enrichissement mutuel. Un chef d'entreprise, un directeur de scène nationale ont des points communs. Donc la culture est aussi une petite entreprise. On ne répétera jamais assez que la culture est un levier à part entière de l'économie. On le rappelait ce matin, c'est au-delà de l'agroalimentaire, au-delà de l'industrie automobile, et c'est quand même 3,2 du PIB. Donc il faut le rappeler parce que certaines entreprises pensent que ce n'est qu'une cerise sur le gâteau ou que la culture coûte cher. Donc voilà pourquoi s'y investir. Et ce qui me semble être un enjeu de l'avenir important, c'est le renouvellement des publics à travers le mécénat. Quand on s'associe aussi à une entreprise, quand on co-construit avec elle, je pense qu'on renouvelle ses publics. Ça me semble important. Évidemment, il y a ce qu'on appelle la complémentarité des compétences. Chacun dans son milieu a ses compétences. Il ne s'agit pas de faire à la place de l'autre, mais de faire chacun avec ses compétences. On arrive, je pense que le mécénat est aussi un outil, un accompagnement des mutations sociales. On est à un tournant où le mécénat est en train de prendre sa place. Ce n'est qu'un outil, rappelons-le, on n'est pas obligé de recourir au mécénat. Moi, je vous pousse à le faire, je vous invite à le faire, mais ça reste un acte libre. On n'est pas obligé d'accepter Total mais on peut aussi accepter Total. Voilà, donc ça, c'est libre arbitre. On reste tout à fait libre de ses choix. Et le croisement des disciplines me paraît important. Le patrimoine et la musique, le cinéma et l'archéologie, pourquoi pas. Enfin voilà, il faut tenter de croiser le social et la culture, l'éducation artistique, etc. C'est là qu'on séduira, entre guillemets, on approchera davantage de mécènes. Rapidement, le rôle de l'État. Le ministère de la Culture donc, a fait voter cette loi à l'unanimité. Je le dis à chaque fois, donc le mécénat n'est ni de droite ni de gauche, puisqu'à l'époque, en 2003, il a été voté à l'Assemblée nationale avec l'intégralité des voix. Le ministère de la Culture s'est dit, mais comment je vais faire tout seul? Je vais me rapprocher de la société civile. Et donc, il a eu la bonne idée de signer des conventions avec les chambres de commerce, les experts comptables, les notaires et les avocats qui sont arrivés dernièrement dans la boucle. Et ça, ce sont de formidables ressources pour nous, parce qu'ils sont prescripteurs dans leur domaine, mais aussi ils sont une ressource pour nous. Ils sont des juristes, donc ils sont là pour nous aider à la rédaction des statuts, la rédaction des conventions, pour des contentieux, pour tout ce qui est rescrit fiscal, par exemple. Donc voilà pourquoi on a signé avec eux. Et j'ai le plaisir de vous dire que les conventions sont renouvelées pour 5 ans. La semaine dernière ont été renouvelées. Voilà. Rapidement la différence, parce qu'on ne la fait pas forcément, et entre mécénat ou sponsoring, alors je vais parler français parce que sinon je vais me faire gronder, donc parrainage.
Voilà, donc rapidement, c'est un soutien matériel apporté sans contrepartie. Alors j'ai mis une astérix, parce qu'effectivement, quand j'interviens aux côtés d'un comptable, il me dit toujours qu'il n'y a pas de contrepartie dans le mécénat. Il a raison, dans la loi, il n'y a pas de contrepartie possible. Cependant, on verra que c'est toléré et que c'est même souhaité moi, en tout cas, je défends la contrepartie. À partir du moment où elle est intellectuelle et culturelle, elle va vous rapprocher du mécène et c'est important d'obtenir de proposer des contreparties. C'est une sorte de jurisprudence qui le permet. Voilà. Donc, bien sûr, vous m'entendrez aussi beaucoup parler d'intérêt général et c'est pour ça que c'est une loi qui est encadrée par l'État. Et rapidement, le parrainage, je ne suis pas contre. Le sponsor, ça existe aussi. Donc le parrain, ça existe, si bien si on transforme le parrain en mécène. Mais il peut vous apporter aussi des financements. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Mais ce sera en vue d'en retirer un bénéfice direct. C'est-à-dire que s'il vous donne 1 000 euros, vous lui donnerez 1 000 euros de publicité dans votre programme culturel, par exemple. Ce sont des choix. On en a parlé rapidement, mais c'est en numéraire, c'est de l'argent. On vous fait un chèque, l'entreprise vous fait un chèque, donc vous rentrez dans vos comptes. Voilà, moi ce qui m'intéresse de vous dire, c'est que puisqu'on est dans le salon Entreprendre pour la culture, entreprendre c'est commencer à faire. Donc moi je dis qu'on peut faire à plusieurs. Donc le mécénat collectif me semble essentiel dans la région. On ne fait pas seul du mécénat. Si on est plusieurs à s'associer, je parle des entreprises, on gagnera en visibilité et tout simplement en montant aussi pour le secteur culturel. Alors la compétence c'est formidable. Vous tenez une salle de spectacle, vous avez un besoin, je ne sais pas, pour un décor, pour un transport, pour je ne sais quoi, pour des costumes, peu importe, vous avez besoin d'électricité, d'un éclairage particulier, vous ferez appel à une entreprise pour son mécénat de compétences et ça se valorise de la même manière. Voilà, on verra peut-être en détail tout à l'heure, mais c'est en fait le coût du salarié plus la TVA. Et ça, c'est vraiment valorisant pour une entreprise quand elle n'a pas de trésorerie ou lorsqu'elle a un rythme un peu moins effréné. On le voit beaucoup dans l'humanitaire. Les personnes sont détachées pendant quelques temps au service d'une structure d'intérêt général. Et puis le mécénat en nature, ça peut être un ordinateur, ça peut être une location de salle. Enfin voilà, faut imaginer que vous pouvez avoir ce type de besoin. Alors ce sur quoi je voudrais insister, vous, acteurs culturels, c'est que dans votre projet, vous avez certainement des besoins que vous n'avez pas forcément su identifier. Donc je pense que le mécénat, il faut y recourir, il faut savoir que c'est chronophage, qu'il faut s'y prendre assez longtemps à l'avance, mais je vous conseillerais, si je peux me permettre, c'est vraiment d'extraire les besoins que vous avez au travers votre projet. Voilà, c'est pas suffisant de dire j'ai besoin d'argent, mais bien sûr qu'il y a forcément des besoins que vous n'avez pas forcément mesurés. Rapidement, l'éligibilité. Alors encore une fois, la loi n'exige pas que vous fassiez vérifier si vous êtes éligible à recevoir du mécénat. Moi, en tant que service de l'État, je préfère le conseiller. Il n'y a pas d'obligation. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez le faire. Moi, je vous invite à faire vérifier parce que déjà, ça vous met un pied dans le mécénat. Ça vous fait vous poser. Les services fiscaux ont 6 mois pour vous répondre, mais maintenant, ils le font assez rapidement. Mais faites-le. Ça va vous poser déjà des vraies questions et vous mettre dans le train du mécénat. Voilà. Donc, en fait, trois gros critères. Gestion des intéressés, but non lucratif. En général, les associations de loi DIF 901 n'ont pas trop de problèmes. Ce qui peut des fois poser problème, c'est que votre structure ou les projets afférents à la structure ne s'adressent pas à un cercle restreint de personnes. Bon, voilà. Donc ça, c'est des critères assez bateaux, j'ai envie de dire. Mais les services fiscaux vont s'appuyer sur bien d'autres éléments. Et parfois, ce sont des humains qui sont derrière les dossiers. Donc, moi, j'ai vu des recours qui ont abouti grâce aux interventions de juristes aussi, donc du ministère notamment. Et on a pu faire obtenir le rescrit fiscal aux structures culturelles. Alors, il y a des exceptions. Vous pouvez être soumis aux impôts commerciaux, mais à partir du moment, donc vous devriez ne pas pouvoir être éligible, mais la loi est pas mal faite. À partir du moment où vous faites de la diffusion de spectacles vivants, cirque, cinéma et séries, vous
vous rentrez dans cette exception et vous pouvez recourir au mécénat. Vous imaginez bien que le festival Radio France fait des bénéfices, c'est soumis aux impôts commerciaux et bien sûr, il a le droit de recourir au mécénat. Donc voilà, les festivals, les expositions d'art contemporain, attention quand la galerie est associative et pas privée. Et tout ça, ça s'appelle, c'est un nom barbare, le rescrit fiscal, mais ça vous donne un blanc-seing pour partir de manière légale dans le... Rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, c'est 60% de défiscalisation, c'est un crédit d'impôt qui est déduit du montant de l'impôt sur la société ou sur le revenu. Je regarde notre avocat, il a une profession libérale, il peut aussi tout à fait être mécène. D'ailleurs, il est venu avec son carnet de chèques, je crois, non ? Voilà, donc il peut tout à fait, à ce moment-là, ce sera l'impôt sur le revenu, mais il y a l'impôt sur les sociétés, donc c'est 60% de la valeur du don. Alors, la nouveauté, puisque nous sommes en région et que les TPE et les PME étaient contraintes, elles ne pouvaient pas faire beaucoup de dons parce qu'elles étaient limitées. Vous savez que les services de l'État, les finances notamment, limitent quand même les choses. Elles limitaient à 0,5% du chiffre d'affaires jusqu'il y a peu. Et le ministère s'est battu aux côtés d'autres structures de défense du mécénat pour faire remonter ce seuil à 20 000 euros de versement avant que ne s'applique ce fameux 0,5% du chiffre d'affaires, ou du moins on peut faire le choix entre l'un ou l'autre. Donc ça permet aux TPE et PME de vous en donner un peu plus avant d'être limité. Et je pense qu'il faut s'emparer de ce sujet en ce moment. Il faut se servir de cet avancement de la loi. Si on dépasse, on reporte. C'est toujours 5 ans pour les services fiscaux, que ce soit un redressement ou autre, c'est toujours 5 ans. Donc on reporte sur 5 ans. Et alors la contrepartie, qui est essentiel pour moi, et là je vous conseillerais effectivement aussi de trouver des contreparties innovantes qui émanent aussi de votre projet culturel, parce que c'est bien de faire approcher l'entreprise par une contrepartie qui ne soit pas que des places au premier rang, mais même si, pourquoi pas, ça peut aussi être intéressant, surtout si on fait venir les salariés dans un théâtre, par exemple, ou ailleurs, mais surtout, je ne sais pas, ça peut être visiter la salle des costumes dans un théâtre, ça peut être monter un petit atelier de création artistique avec les enfants des salariés, donc ça peut être quelque chose qui vraiment sort et qui ne doit pas vous coûter plus que ça, mais c'est possible à partir du moment où c'est limité à 25% du don, sinon c'est reconsidéré comme du sponsoring, et là vous pouvez avoir pas un redressement, mais il faut faire attention. Voilà. J'en termine parce que je pense que je suis un petit peu bavarde. Alors on n'oublie pas le mécénat des particuliers qui est vraiment le plus important des mécénats en France, et peut-être ailleurs aussi. En tout cas, ne pas oublier les particuliers. Il y en a autour de vos projets qui vous admirent ou qui aiment ce que vous faites. À partir du moment où ils payent des impôts, vous pouvez leur demander de vous aider. À ce moment-là, ce sera 66% de la valeur dans la limite de 20% des revenus imposables. Donc ça, c'est important puisque maintenant, de plus en plus, on voit des consommateurs, enfin des personnes qui s'intéressent à ce que vous faites et qui veulent y participer. Rapidement, puisque vous êtes aussi... il y a une mesure qui est en marge du mécénat, mais qu'il faut connaître, donc je fais la différence entre le don d'une entreprise et l'acquisition par une entreprise. Une entreprise peut acheter directement à un artiste vivant une œuvre d'art à partir du moment où l'artiste est vivant. Donc jusque-là, tout va bien, on peut le vérifier facilement. L'entreprise devient propriétaire de cette œuvre et elle déduit 100% du montant de l'œuvre, enfin c'est une sorte d'immobilisation, et qui en fait s'étale à raison de 20% par an. Mais ce qui est intéressant dans cette mesure, c'est que ça permet à un artiste jeune ou émergent ou pas de se faire connaître, parce que l'entreprise va se monter une collection, par exemple, et la faire tourner soit... dans les couloirs de l'entreprise, surtout pas dans le bureau du directeur tout seul, mais par contre la montrer au plus grand nombre, c'est-à-dire dans une cafétéria, dans un couloir, dans un cabinet de radiologie, chez un médecin. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut ou alors mettre à disposition dans un musée. J'ai un exemple pour le musée Fab. Une banque a acheté, la banque La Société Générale a acheté une œuvre d'art contemporain. Il l'a mis en dépôt au musée avec l'accord du conservateur tout de même. Voilà, et dernière chose, la même chose pour les instruments de musique. Une entreprise peut acheter aussi un instrument de musique, alors
pas forcément, enfin je veux dire un pipeau, une flûte, mais par contre un Stradivarius, un piano, pour permettre à des étudiants alors un peu confirmés de pouvoir, par exemple pour un conservatoire qui voudrait faire une soirée en fin d'année, de permettre de faire jouer sur des outils un peu de valeur, hein, un beau piano, un Stradivarius et autres. Voilà, et là, dans ces cas-là, l'instrument de musique, c'est la même chose que pour l'œuvre d'art contemporaine. C'est une défiscalisation qui, pour l'entreprise, enfin, c'est pas véritablement un crédit d'impôt, hein, elle paiera moins d'impôts parce qu'elle aura immobilisé. Donc c'est une mesure qui me semble en marge du mécénat qu'il faut connaître juste pour pouvoir rapprocher la culture de l'entreprise. Je suis trop bavarde, il faut m'arrêter. Voilà, et ben, de toute façon, je vais laisser. J'avais prévu de faire du pratico-pratique, mais on le fera en échange. Les structures de collecte de fonds, ça va me permettre peut-être du coup de laisser la parole puisqu'il a à Jean-Louis, parce qu'il a un fonds de dotation. C'était juste pour vous dire qu'il y avait 3 types, les principales structures de collecte de fonds, parce qu'avant de se lancer dans le mécénat, on essaye de réfléchir un peu à tout ce qu'on va faire. Donc c'est club d'entreprise, fondation d'entreprise, fonds de dotation, et on rentrera dans le détail, mais je pense que j'ai épuisé mon temps. J'espère pas vous avoir épuisé par contre. C'est parfait, Véronique, merci. Moi, j'avais noté à 14h40 de transmettre le micro à Maître Perru. C'est 14h40, bravo. Puis non, mais on pourra vraiment revenir là-dessus. Moi aussi, je voulais aussi préciser dans les contreparties innovantes, voilà, vous donnez aussi faire part de mon expérience, mais on en reparlera un petit peu après. Gardez vraiment voilà, les questions, les remarques et voilà, dans quelques instants. Je me tourne voilà, vers Maître Perru. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes avocat, fondateur du cabinet Gaïa. Vous animez depuis 1991 le secteur droit public du cabinet. Voilà, hein, j'ai fait mes recherches. Je me suis dit, est-ce que je donne les dates? je sais que vous êtes à l'origine du Miam Asset. Voilà. Et donc vous connaissez vraiment, pour l'avoir pratiqué de l'intérieur, voilà, le fonctionnement des collectivités territoriales. Et également, vous avez été un des premiers à initier, à créer un fonds de dotation qui s'appelle Artouti. Donc on va en reparler, mais peut-être avant de démarrer, moi je voulais savoir en fait pourquoi la question du mécénat culturel s'est imposée à vous ou s'est posée à vous. Voilà, j'aurais aimé peut-être savoir un petit peu ces ressorts-là, comment vous en êtes arrivé à plancher là-dessus. Bonjour à tous et toutes. C'est très simple, hein, c'est en lien avec mes activités professionnelles d'avocat, puisque je suis avocat de collectivité territoriale. Donc je travaille pour l'essentiel, pour les communes, les départements, les régions, les communautés d'agglo, les communautés de communes et les métropoles. Et depuis quelques années, je me suis aussi, on m'a fait une spécialisation des tiers-lieux culturels, puisque pour ceux qui connaissent, le lieu main-d'œuvre à Saint-Ouen avait été expulsé par l'ancien maire de Saint-Ouen. Il en a d'ailleurs perdu la mairie. Et j'avais obtenu la réintégration après l'expulsion de main-d'œuvre. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a un tiers-lieu culturel désargenté, si possible, qui est menacé d'expulsion, on vient me voir. Bon. Ça fait partie des bonnes œuvres aussi. De manière plus professionnelle, travaillant pour des collectivités territoriales, depuis donc 1991, merci de me le rappeler, je travaille sur les problèmes d'aménagement et d'urbanisme, et donc de construction. Et dès ces années-là, avec les collectivités, les communes avec lesquelles on travaillait, on s'est dit qu'il fallait essayer de faire en sorte qu'un certain nombre d'intervenants sur les territoires communaux s'impliquent sur la vie locale, et principalement les constructeurs, les promoteurs. Parce que pour le parrainage, on travaille très souvent avec des entreprises qui sont implantées, qui sont installées sur le territoire. En revanche, un promoteur, il arrive, il construit une opération et puis il s'en va. Et on a commencé par travailler ce que l'on appelle maintenant, ce qui est bien reconnu, les chartes promoteurs. La charte promoteur, c'est un contrat par lequel chaque promoteur s'engage auprès d'une collectivité à sortir des produits de qualité à un prix raisonné, et
s'engage également à financer des œuvres d'art. Donc on a commencé à travailler avec des promoteurs, en dehors de tout champ juridique particulier, pour implanter des statues, des mosaïques, des frontons. Bon. Et ça a été une première expérience qui a été assez satisfaisante et pour les promoteurs et pour les villes, et également pour nous, quand en 2008, si ma mémoire est bonne, oui c'est ça, c'est la loi du 4 août 2008, il y a eu une nouvelle possibilité, un nouvel outil juridique qui était le fonds de dotation. Et le fonds de dotation nous a intéressés parce qu'il n'y a pas l'État dedans. C'est-à-dire que le fonds de dotation... Ah non, pas du tout, au contraire. Parce qu'on le retrouve à la fin, l'État quand même, Dieu merci. Dieu merci. Mais l'État n'intervient pas dans les choix des financements sélectionnés par les fonds de dotation. Évidemment, comme on travaille avec l'argent défiscalisé, donc l'argent des impôts, Dieu merci, l'État contrôle et les statuts et l'utilisation, de manière à s'assurer qu'il n'y a pas de détournement de fonds publics. Après, vous avez deux types de fonds de dotation. Vous avez les fonds de dotation qui servent, notamment dans un certain nombre d'industries du luxe, à financer, à défiscaliser et à financer des collections d'art particuliers. Bon. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. Nous, on a fait le choix de travailler avec les collectivités territoriales. On a fait le constat, évidemment, que les budgets communaux baissaient régulièrement et que parmi les victimes de ces baisses, il y avait la culture. Et que plus ça allait, moins les villes avaient la possibilité de soutenir les actions et les milieux culturels. Or, l'intérêt de ces milieux culturels, c'est l'ancrage sur un territoire. Sinon, on a les grandes institutions nationales qui ont certes leur intérêt. On travaille par exemple également au mécénat avec le musée du Louvre. C'est intéressant, le musée du Louvre. Mais ça n'irrigue pas un territoire de la même manière que les actions culturelles menées soit par les villes, soit par des associations. Et donc, nous, on a fait le choix de créer un fonds de dotation susceptible d'aider les collectivités territoriales à continuer à mener leur propre politique culturelle. Parce que si on n'a pas ce choix-là, les collectivités ne vont pas utiliser le mécénat. Comme vous disiez tout à l'heure, les services publics, ils ne sont pas spontanément, ils ne sont pas historiquement faits pour travailler avec l'argent du privé. Je vous donne un exemple. On a, en région parisienne, financé l'extension de la maison du Comte à Chevilly-la-Rue. On a envoyé un chèque de plusieurs dizaines de milliers d'euros, même 250 000 euros à la ville, pour financer l'extension de cet outil municipal. Le chèque, ils l'ont perdu. Et donc, on a fait opposition, on a renvoyé un chèque qu'ils ont à nouveau perdu. Et donc là, on s'est dit, c'est pas possible. Donc, on a fait une réunion avec les services de la ville et on leur a expliqué que personne n'irait en prison, que c'était pas du racket, que c'était pas du vol, et que c'était du mécénat, et que c'était tout à fait légitime. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Évidemment, le premier agent qui avait reçu ce chèque s'est dit « oulala, je vais me retrouver en tôle ». Il a mis ça dans un dossier, il a foutu ça sous la pile, et puis quelqu'un a vu le chèque ? Non, personne ne l'a vu. Bon. Et ça, c'est tout à l'honneur des agents publics, ils se méfient énormément de ce qui est argent privé. Et ils ont bien raison de se méfier, notamment au point de vue culturel. Parce que quand vous regardez l'action des fonds de dotation liés aux grands groupes, c'est eux qui dictent leur politique culturelle. C'est eux qui décident de financer tel ou tel type d'action. Et en règle générale, la petite compagnie théâtrale, elle a rigoureusement aucune chance de se faire financer par ce biais-là. N'est pas le Louvre qui veut. Et donc nous, on s'est dit, on va faire autrement. On va monter une tirelire, parce qu'un fonds de dotation, c'est rien d'autre qu'une tirelire. Il y a de l'argent qui rentre et il y a de l'argent qui sort. Et nous, cet argent qui sort, on le fait en lien direct avec les collectivités territoriales. Bon,
on a nos coups de cœur qui font que sur nos fonds propres, on va financer quelques activités indépendamment des politiques culturelles souhaitées par les collectivités, mais l'essentiel de nos actions se font en lien avec les collectivités. Et ça marche. Et franchement, ça marche très bien. Je reviens sur les rescrits sur les associations. N'importe quelle association peut délivrer un reçu fiscal. Il ne faut pas se louper parce que vous travaillez avec l'argent des impôts. Et donc, si le fisc considère que les reçus fiscaux que vous avez délivrés ne correspondent pas à une opération d'intérêt général ou que vous ne bénéficiez plus de la possibilité de déduire, c'est l'association qui va devoir rembourser à l'État les sommes déduites. Donc, il ne faut pas se louper. Et vous avez une directive européenne là, qui est en cours d'intervention de translation en France, qui impose aux associations de numéroter les reçus fiscaux et de les transmettre au ministère des Finances, de manière à contrôler l'utilisation de ces sommes, qui sont des sommes publiques. Donc c'est normal qu'il y ait ce contrôle. Ça me paraît un point important parce que moi, personnellement, je déconseille toujours aux associations de se lancer dans des rescrits fiscaux. C'est trop dangereux. Parce que vous le faites, vous remplissez un dossier, tout va bien, c'est accepté. Alors c'est vrai que ça va beaucoup plus vite qu'autrefois. Bon, personnellement, je le regrette. Parce qu'avant, quand l'État mettait 2 ou 3 ans à vous donner le rescrit, pendant ce temps-là, vous ne faisiez pas de bêtises. Maintenant, ça peut aller beaucoup plus vite. Le problème, c'est que vous l'avez, et puis 2 ou 3 ans après, est-ce qu'on est toujours dans les mêmes conditions que lorsqu'on l'a demandé? En règle générale, non. C'est ça qui, moi, me paraît assez dangereux. Ça rassure l'entreprise, tout à fait. Mais bon, personnellement, je préfère passer par les fonds de dotation, ou alors il faut être des associations bien structurées, avec du personnel interne qui suit bien. Et il n'y a pas de place à l'improvisation dès lors que vous jouez avec l'argent des impôts. Ça, c'est certain. Il y a un autre aspect, c'est la générosité publique. C'est-à-dire que quand vous êtes un fonds de dotation, bon, vous avez un régime juridique spécifique, vous êtes là pour défiscaliser des sommes destinées à un mécénat qui peut être culturel, social ou sportif, même s'il y a très peu de structures sportives qui bénéficient du mécénat, on est plutôt sur du sponsoring en règle générale, parrainage. La générosité publique, ça permet à chacun, à toute personne qui paye des impôts, de défiscaliser à hauteur de 66%, ça vous a été indiqué. Ce qui veut dire que quand dans votre entourage, quand vous-même vous payez des impôts, à concurrence de 20%, vous pouvez défiscaliser en finançant, en bénéficiant du parrainage pour vos propres activités. Alors là, il faut une autorisation préfectorale spécifique, hein, c'est ce qu'on appelle la générosité publique. Il faut avoir déterminé un projet, il faut être validé par la préfecture, et après, ça peut fonctionner. Et je crois que fondamental, le fait qu'en travaillant avec les collectivités et en travaillant avec les entreprises du territoire qui sont implantées ou qui interviennent sur un territoire, ça fonctionne. Ça marche. Je l'ai dit, le fonds de dotation Artuti, bon, il a maintenant 12 ans d'expérience. Et en 12 ans, on a financé un certain nombre d'actions. Je vais vous donner des chiffres qui vont vous faire rêver. Alors, comme je sais qu'en règle générale, comme je les donne, on a du mal à me croire, je vous ai amené un peu de documentation pour justifier ce que je vous dis. Le fonds de dotation Artuti, il a financé un certain nombre d'opérations. Je vais commencer par la dernière. C'est la petite dernière, donc on l'aime bien. C'est une exposition qui s'appelle Trésor de banlieue, qui a été montée il y a 2 ans maintenant. L'idée, c'était de faire sortir des archives, des couloirs, des bureaux, des collectivités territoriales, les œuvres d'art que chaque commune achète ou a acheté et que personne ne voit.
Et donc, il y a une structure, une association, l'Académie des banlieues, qui s'est dit, on va essayer de regrouper une dizaine de communes et on va monter une exposition présentant ce qui s'est fait. Au lieu d'avoir 10 communes, au final, il y a eu 53 communes. Il y a eu les 3 départements de la petite couronne parisienne. Il y a eu la métropole du Grand Paris. C'est une exposition. Alors, il y avait du Chagall, il y avait du Fernand Léger, il y avait évidemment du Picasso. Ça, c'est les restes de la banlieue rouge. Et ça, c'est une exposition qui a coûté 600 000 €. Il y a eu 300 000 € de financement public, de subventions publiques, dont la DRAC d'Île-de-France. Et le reste, c'est du mécénat d'entreprise. Ça veut dire qu'on a réussi à financer donc, cette exposition. Alors, c'est des fous qui s'en occupent, ils ont monté ça en 8 mois. Donc, bon. Mais on a réussi donc à monter cette exposition. On va faire une deuxième édition, là soutenue par le ministère de la Ville, contrairement à la première fois. Donc ça, c'est 600 000 €, dont 300 000 € de mécénat d'entreprise. On a aussi, je ne vais pas tout vous sortir, pas tout vous montrer, parce qu'on en a trop. Ça, c'est le catalogue de l'exposition Les bijoux d'Elsa Triolet. Elsa Triolet, avant d'écrire, quand elle était déjà avec Aragon, qui n'était pas connu, elle a fait des bijoux fantaisie. Et d'après le musée de la mode de Paris, c'est une des femmes qui a passé du bijou or et pierreries au bijou fantaisie. Dans les années 30, par exemple, elle a fait des bijoux, des colliers en boule de coton ou en feu arrière des catadopes de vélo. Bon. Et donc, la collection appartient à une commune qui ne savait pas quoi en faire, c'était un peu dans la naphtaline. Et donc, on a financé cette exposition qui se promène après dans différents musées. Ça, c'était pas très cher parce que la collection était gratuite, mais ça coûte quand même 200 000 €, dont 100 000 € de mécénat d'entreprise. Je vous indique que ces collections, elles se promènent parce que le fonds de dotation Artuti essaye toujours de financer des actions, des expositions qui puissent être mutualisées par les collectivités territoriales. Parce qu'il nous semble important de pouvoir financer de bonne manière des expositions importantes qui peuvent se promener. Après, on a notre record absolu. On n'est pas près de le battre. C'est Picasso. Il est venu en train avec sa grosse valise. Ah ouais, je repars avec. Voilà. Ça, Picasso Céramis à Méditerranée, c'est une exposition qui a été montée dans le cadre de Marseille 2013, capitale européenne de la culture. C'est une exposition qui a coûté 1,6 million d'euros. Bon, pour 1,6 million, voilà, ça fait toute petite vignette. Et ça a été financé par les entreprises intervenant sur la communauté d'agglomération de Bagne et du Pays de l'Étoile. 100 000 habitants. 100 000 habitants, ils ont, dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture, avec Picasso, et donc avec le soutien et l'apport des héritiers Picasso, 100 000 habitants, ils ont quand même collecté 2,2 millions, dont 1,6 million pour cette exposition. Après, on fait d'autres choses qui nous coûtent beaucoup moins cher, mais qui nous aident beaucoup par rapport aux mécènes. Vous avez par exemple ça c'est le catalogue de l'ONU pour les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'ONU a lancé un appel à artistes, une centaine d'artistes du monde entier qui ont fait des affiches. L'exposition s'est promenée un peu partout, a été présentée à Paris au Palais de Tokyo. Et Artuti a payé le catalogue avec l'ONU. Et donc, on a un catalogue, Mairie de Paris, Artuti et ONU. Quand vous allez voir des entreprises mécènes avec ça, parce qu'en règle générale, quand je fais le VRP, je me promène avec ça, puis avec d'autres choses.
Je vous assure que ça fonctionne. Je ne peux pas ne pas vous parler des Beaux-Eaux, parce que sinon la secrétaire générale du fonds de dotation Artouti me tirera les oreilles. Les Beaux-Eaux, c'est un peuple du Niger, au Mali, qui vit le long du fleuve Niger et qui pêche. Et les adolescents font tous les 2 ans des marionnettes très gaies, en papier, en tissu et en bois, pour que la pêche soit bonne. Et on travaille là avec une association de solidarité avec le Mali. Et ça, bon, ce qui nous a coûté le plus cher, c'était le catalogue, hein, qui est absolument superbe. Et ça, c'est une exposition qui continue à se promener. Et donc, je pense qu'avec ces chiffres, avec ces éléments-là, ça donne à voir la possibilité du mécénat d'entreprise dès lors que l'on travaille avec les collectivités. Les collectivités territoriales, c'est un vecteur extraordinaire pour pouvoir parler directement avec les entreprises. Quand vous êtes association, vous allez timidement aller frapper à une porte ou deux d'entreprise qui sera fermée, entrouverte ou ouverte, mais vous n'aurez jamais accès aux décideurs financiers des grandes entreprises. À ces hauteurs-là, des fois, on a touché des sommes, on a touché 300 000 euros par des entreprises. Vous ne touchez pas 300 000 euros sur un projet qui n'est pas de l'ambition. Et c'est ça qui, je pense, l'expérience principale d'Artouti, c'est l'ambition, la possibilité d'être ambitieux sur un projet culturel. Dès lors que le projet est ambitieux, il intéresse les entreprises. Et s'il intéresse les entreprises vont financer le projet. Alors que si vous vous contentez d'un petit projet avec un budget rikiki, ça va intéresser sans aucun doute une entreprise, mais ça restera un budget rikiki. Et je crois, moi, que le mécénat permet aux acteurs culturels, aux collectivités et aux entreprises d'avoir des projets ambitieux et de les financer à des hauteurs vraiment importantes. On a eu un remords quand on a fait l'exposition Picasso. Et je pense qu'il est temps que je m'arrête. Quand on a fait l'exposition Picasso, évidemment, il y avait la table de la famille Picasso et puis des élus. Et comme nous n'étions que les financeurs, on était à la table de derrière. Bon. Et à la table, il y avait un monsieur qu'on ne connaissait pas, qui à un moment donné nous a demandé combien coûtait l'exposition Picasso. Donc on lui a dit 1,6 million. Et il nous a dit, il n'y a pas une collectivité, il n'y a pas un établissement qui peut se permettre de dépenser 1,6 million. Et c'est bien regrettable. Et on lui dit, mais qui êtes-vous? Et lui, le bonhomme en question, c'était le directeur du Musée national de la céramique de Sèvres. Et on lui a dit, les Picasso sont là, ils ont payé l'expo, tout ça, vous n'avez qu'à la prendre. Et donc il a pris l'exposition. Et on a pu lui donner l'exposition pour 300 000 euros de mémoire. Puis après, l'exposition est partie à Washington, au Kennedy Center. Et là, les Américains, ils ont aussi largement contribué à payer. Sauf qu'on a appris après que pour prendre l'expo Picasso, le musée de Sèvres avait annulé toute sa programmation sur une année. Autrement dit, on pensait faire une bonne action, et en réalité, on a torpillé tout ce qu'ils avaient prévu pour l'année en question. Ce qui fait que maintenant, tous les ans, on leur donne un peu d'argent pour se rattraper. Mais bon. Donc on n'est pas prêt de refaire Picasso. Merci beaucoup. C'est pas évident d'arrêter Maître Perru. Merci beaucoup. Puis encore une fois, voilà, on aura vraiment le temps d'échanger. C'est pour ça que voilà, je vais me tourner vers Clémence Boissanté. La transition est tout trouvée. Vous parliez à juste titre, Maître Perru, d'ambition. Voilà, c'est aussi avec une ambition, une vision. Dans le jargon aussi, on parle de vision, de partager une vision commune, de poser sa vision et ensuite de solliciter les entreprises sur cette vision voilà, partagée. Donc Clémence, vous êtes directrice artistique d'art et patrimoine. Vous avez fondé auparavant votre propre galerie, on parlait d'entrepreneuriat, hein. Vous avez fondé votre propre galerie à Montpellier. Vous avez une grande connaissance du marché de l'art contemporain. Et si je ne me trompe pas, mais je ne vais pas donner des dates, hein, vous avez fait des études de droit public. Oui. Voilà, à Marseille, à Montpellier, en vous spécialisant dans le droit du patrimoine culturel. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, vous avez bien voulu remplacer au pied levé Gilbert Ganivinck, voilà, qui ne pouvait pas être donc présent.
qui est mécène et collectionneur, qui a fondé donc la galerie Le Réservoir à 7, qui vient d'ailleurs de fêter ses 3 ans ce week-end. Exactement. Voilà. Et voilà, donc une deuxième galerie à Montpellier, une toute dernière à Paris. Alors peut-être pour commencer, pour que tout le monde comprenne bien, peut-être pouvez-vous nous préciser du coup cette galerie, voilà, quelle est un peu sa structuration, comment voilà, Gilbert Ganivin en est arrivé à avoir ce projet-là de mettre en place cette galerie, de créer cette galerie. Oui, alors effectivement, donc moi je suis chargée de mission chez Art et Patrimoine, donc pour m'occuper de la direction artistique et la direction des sites. Art et Patrimoine donc, est une entreprise qui a été créée il y a 3 ans aujourd'hui, donc par Gilbert Ganivin, qui est, comme vous l'avez dit Mathilde, aujourd'hui on en est au 3e lieu ouvert, donc à Paris. Donc il y a eu le Réservoir à 7, qui est un lieu assez extraordinaire qui fait 2000 mètres carrés. Et qui accueille donc tous les publics. La Serre à Montpellier qui a ouvert en septembre 2019 et donc le Réservoir, le dernier né, le nouveau-né, donc il y a quelques mois, qui vient d'ouvrir donc à Paris dans le 3e. Donc je dirais effectivement ce qui est important, je dirais, pour parler d'art et patrimoine. Donc on est effectivement on a une activité de galerie, mais on va un petit peu au-delà de ça. Parce qu'on a des lieux d'exposition où on fait vraiment de la promotion d'artistes et de la diffusion d'œuvres d'art. Mais pour décrire un petit peu ce qu'on a voulu créer et ce que j'accompagne Gilbert Ganivin qui a créé, j'aimerais parler des 2 idées phares qui ont justement permis à cette structure d'exister et de se développer, qui sont d'une part rendre l'art accessible à tous, qui est un engagement très fort et qu'on a réellement chevillé au corps, et d'autre part l'entreprise, après que je développerai un petit peu plus parce que ça nous intéressera davantage. Et donc cette notion de rendre l'art accessible, donc d'accessibilité, on l'a donc développée grâce aux sites qui sont ouverts donc à tout public, qui sont des lieux gratuits. Donc on accueille des familles, des écoles, des scolaires. Il y a une activité donc de médiation aussi et de sensibilisation de tous les publics qui est faite et qui est importante et qui est vraiment importante pour nous. Il y a également en termes d'accessibilité, on veut donner accès à toute forme d'art, puisqu'on va de l'art brut au street art, donc en passant par les grands courants de la création des 60 dernières années, support surface, la figuration libre, donc une vraie pluralité et générosité en termes de ce qui est montré et d'esthétique. Et également donner la possibilité au maximum de gens de pouvoir acquérir une œuvre d'art, parce que dans tous nos lieux, on a un endroit qui est dédié aux estampes, et je sais que Jean-Louis est très, très sensible aussi à tout ce qui est édition et œuvres multiples. Donc on travaille avec des éditeurs d'art, on est nous-mêmes éditeurs, et donc on donne la possibilité aux gens de découvrir donc les œuvres multiples et des œuvres qu'on peut acquérir à partir de, je dirais, 50 €. Donc cette notion d'accessibilité, elle est vraiment envisagée chez nous à 360 degrés, au niveau des publics, au niveau de ce qui est montré, et au niveau de la possibilité d'acquisition, parce que donc évidemment, il y a des estampes à 50 €, mais on va jusqu'au soulage. Donc là, on s'adresse à des collectionneurs plus aguerris et dont le portefeuille, le patrimoine est effectivement un petit peu plus aguerri aussi. Donc c'est vraiment, voilà, on a vraiment cette notion d'accessibilité chevillée au corps, et c'est vraiment, je dirais, le manifeste et l'ADN d'Art et Patrimoine. Donc après ça, donc, je vous disais l'entreprise. Alors c'est pas anodin, puisque justement donc l'entité a été créée par Gilbert Ganivin, donc, qui est entrepreneur pour le moins. Donc pour s'occuper des entreprises, on a mis en place une équipe dédiée de consultants qui vont démarcher les chefs d'entreprise, qui vont promouvoir nos artistes, leur expliquer un petit peu nos fonctionnements. On a d'ailleurs mis en place aussi un système de financement, de leasing, qui permet de faciliter l'acquisition, parce que ça permet de passer en charge tout simplement les loyers donc, en vue de l'acquisition des œuvres ou non à la fin du contrat. Donc on accompagne les entreprises en termes de conseils en acquisition, mais on a également mis en place des accords cadres avec certaines d'entre elles pour les accompagner, pour permettre d'intégrer justement l'art, je dirais, un petit peu à tous les niveaux de l'entreprise, dans toutes les strates, et de façon à ce que l'art, la création infuse un petit peu dans le quotidien de l'entreprise. Alors ça peut passer, alors c'est Véronique Condorcet le disait, c'est effectivement un levier extrêmement vertueux et extrêmement important dans les rapports qu'on va pouvoir mettre en place avec ses collaborateurs. Mais c'est également effectivement un outil extrêmement dynamique en termes d'image de marque, donc à destination des clients, des prospects, des partenaires.
Donc c'est vraiment un levier très important. Et donc pourquoi l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on s'adresse à l'entreprise? Justement, donc, le fondateur d'Art et Patrimoine, Gilbert Gannivin, qui est un entrepreneur chevronné. Il est à l'origine il est fondateur du groupe Proméo, qui est toujours en activité aujourd'hui, qui est dirigé par son fils Olivier. Et donc Gilbert a toujours, oui, je pense, peut-être pas les premières années parce qu'il faut le temps de lancer l'activité professionnelle, mais a toujours mené avec force et conviction beaucoup d'actions de mécénat et qui aujourd'hui encore sont perpétuées par le groupe Proméo. Et alors donc ces actions-là, elles sont à destination des arts plastiques, bon bien sûr, mais pas uniquement, puisque Proméo est mécène par exemple, du jardin botanique de l'Université de Montpellier, de l'Opéra, du festival Voix Vive, qui est un festival donc, de poésie qui a lieu à Siette, de différents musées, la fondation des Amis du musée Fabre, le Théâtre national aussi, Scène nationale de Sète. Donc c'est vraiment une action qui se déploie dans différents champs de la création et de la culture, et Escale à Sète aussi, qui est une manifestation extrêmement populaire et qui permet qui plaît énormément et qui, en fait, il y a d'anciens gréments qui viennent et qui accostent, tous les 2 ans à Sète. Et donc, on peut visiter les navires, les familles viennent. Enfin, c'est vraiment un très bel événement qui a lieu et qui est important pour les Sétois et pour les gens de la région. Donc, cette action de mécénat, elle se situe vraiment à différents champs de la culture et de la valorisation du patrimoine. Et d'ailleurs, nouvellement, là, la fondation du MOCO, dont Promoyo va être un des membres structurants, je dirais. Donc, il a eu cette action de mécénat importante, mais aussi après ça, donc à titre privé, il a aidé les artistes en faisant les acquisitions. Donc, pareil, c'est pas gratuit, je dirais, mais ça a quand même été un réel soutien parce que la vie d'artiste, c'est compliqué. C'est pas toujours facile. Donc, on a des moments où on fonctionne un petit peu moins bien. Et pour continuer à développer son travail et vivre de son travail, il faut le vendre à un moment. Donc il a été soutien comme ça en acquérant de façon très régulière à des gens dont il est devenu ami après, ou pas, mais c'était pas la question, des œuvres, ou en aidant également des galeries, les galeries aussi peuvent être en difficulté. Pareil, c'est un secteur difficile, donc quand les expos marchaient pas très bien, il achetait à ses copains galeristes et permettait comme ça à celle-ci de se maintenir à l'équilibre et à continuer de travailler. Les œuvres qu'il a, accumulées, c'est un bien grand mot, mais qu'il a collectionnées, c'est plus joli, au fil des ans. Donc il les a montrées chez Proméo, donc dans son entreprise, et il a pu donc se rendre compte des vertus très claires et immédiates que pouvait avoir l'introduction de l'art en entreprise. Donc voilà, d'où cette implication et du coup cette entreprise culturelle, puisqu'on est une entreprise qui travaille aujourd'hui dans le secteur culturel, voilà sa genèse et sa naissance. Merci. Peut-être pour préciser, puis on avait un petit peu échangé auparavant pour préparer cette table ronde. Donc Gilbert Gannivin, en tant qu'homme d'affaires, mécène, aurait pu aussi créer une fondation, voilà, avec son idée de montrer les œuvres, mais c'est pas ce choix qu'il a fait. Peut-être. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser voilà, cette structuration, ce choix d'une galerie, donc statut privé, voilà, par rapport à cette question du mécénat? Alors oui, parce qu'effectivement, Art et Patrimoine, c'est une entreprise commerciale. Donc effectivement, vous disiez galerie, le terme est juste et je dirais on l'emploie de plus en plus parce que vu la dimension du réservoir, souvent les gens disent le musée. Or, c'est pas un musée, c'est effectivement quand même un lieu de diffusion d'œuvres d'art. Et le but était également, je pense, pour lui, d'une part, de rester très actif, parce que c'est un entrepreneur, il a l'entreprise chevillée au corps, donc le but n'était pas de construire une institution, un empire à son nom. Moi, ma vie, mon œuvre, c'était pas une danseuse, mais c'était vraiment une aventure nouvelle. C'était conquérir, c'est une forme de quête et de conquête de nouveaux publics. Une façon de faire vivre les artistes, justement, parce que le modèle économique d'une galerie, vous le savez, c'est un commissionnement sur les ventes. Donc finalement, nous, pour survivre, on n'est pas subventionné du tout. Donc c'est totalement privé, sans subvention. Donc pour survivre, il faut qu'on vende nos artistes. Donc quelque part, qu'on les fasse vivre aussi.
Et je pense que ce critère économique est également moteur, nous, dans le dynamisme qu'on a et qu'on est désireux d'avoir, d'exposition, de programmation et donc de challenge, quoi. Alors sur le site du réservoir, il y a un très beau manifesto, Oui. manifesto, et on peut lire pour que la culture circule dans tous les foyers, les bureaux, toutes les salles d'attente et les halls d'accueil. Je trouvais ça très intéressant parce que par rapport à ce sujet-là, justement, quand on parle du mécénat, on parle du mécénat culturel, on parle de la relation entre une institution, un lieu, une association culturelle et l'entreprise. Et là, j'ai l'impression qu'on a une étape d'après. C'est vrai que voilà, on a mis vraiment de côté, là on n'est pas sur une partie de défiscalisation, c'est ensuite qu'est-ce qu'on fait ensemble. Qu'est-ce que, voilà, en tant qu'entrepreneur, voilà, j'ai ma passion, je veux aller plus loin. Et donc, mais on sent bien quand même qu'il y a cette idée de vouloir quand même que l'art soit vraiment présent, accessible, vous l'avez dit. Et un sujet qu'il connaît effectivement très bien, Gilbert Canivet, l'entreprise. Est-ce que donc pour vous, en tant que directrice artistique, il y a aussi cette attente que vous avez, cette circulation des œuvres, et de ne pas rester uniquement dans une galerie, enfin dans un lieu dédié à l'art? Alors oui, la volonté pour une galerie, c'est vraiment de porter ces artistes, et pour les porter, il faut effectivement les diffuser. Alors le manifesto effectivement vous donne différents lieux, points de chute qu'on espère, je dirais, effectivement pour les œuvres de nos artistes, parce que finalement le rapport à l'art, on a souvent tendance à intellectualiser un petit peu les choses, mais c'est avant tout une question de sensibilité, une question de rapport, une question de proximité. Et cette proximité, on la souhaite effectivement dans tous les lieux de vie, et notamment l'environnement de travail, effectivement, et on y passe plus de la moitié de notre temps. Donc c'est quelque chose effectivement de très important, d'essayer de créer cette proximité avec les œuvres. Mais on va peut-être, je ne sais pas si vous voulez réagir les uns les autres à ce qui a été dit, et puis on va laisser la parole à la salle ensuite, peut-être Jean-Louis Perru. Oui, moi je suis assez sensible à l'idée d'exposition d'œuvres d'art à un public qui ne rentre pas nécessairement dans des galeries ou qui ne rentre pas nécessairement dans des musées. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre d'entreprises qui ont créé des artothèques qui permettent à des entreprises d'acheter des œuvres d'art originales et de les exposer. Vous avez par exemple au musée Soulages un superbe Soulages à l'entrée qui appartient à la BNP et qui est là pour 5 ans, justement pour bénéficier des... et après, ça partira, je ne sais pas où, dans la BNP, mais bon, ça partira. Et ça rejoint aussi le souci d'un certain nombre de collectivités territoriales, puisqu'on a, nous, là également comme avocat, on a monté des artothèques à base de multiples. C'est-à-dire que c'est des bibliothèques, au lieu d'être des bibliothèques, les gens ils prennent des sérigraphies ou des lithos, et puis ils prennent un abonnement, c'est gratuit ou c'est payant selon la politique culturelle des villes, et ils gardent ça pendant 2 mois, pendant 3 mois, ils changent, ils prennent... voilà, puis, et c'est aussi intéressant d'un point de vue public, me semble-t-il, parce que ça permet aux artistes, à un certain nombre d'artistes en tout cas, de vendre, même si ce ne sont que des multiples, de vendre à des collectivités, qui rentrent donc dans les collections publiques, et de se faire connaître aussi du public. Et ça se développe. On en est au moins à la 5e artothèque maintenant montée par des collectivités sur ce type de montage. Et ça permet également en plus aux sérigraphes français de survivre. Parce qu'à un moment donné, quand même, c'était une race qui allait disparaître. Il n'y en avait plus que 2 en France. On est associé, on est partenaire, pas de sérigraphe, mais de DPJ, qui est un atelier de gravure sur bois, et dans lequel on a pris des participations justement parce que l'équilibre économique était très compliqué à avoir, quoi. Peut-être moi juste, je voudrais témoigner du coup sur cette notion d'accessibilité que permet vraiment le mécénat. Voilà, au-delà de... En fait, souvent j'ai l'habitude de dire que l'argent, c'est vraiment un point d'entrée. Et ensuite, c'est la relation, ce que tu disais, Véronique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. J'accompagne un théâtre à Toulouse et un des mécènes, c'est la Clinique Pasteur.
voilà, qui donc, on était dans le cadre du mécénat. On a réfléchi tout de suite sur les contreparties parce que aussi ces contreparties, ça permet vraiment d'aller dans le vif et de toucher des personnes qu'on ne pourrait jamais toucher. Et donc là, moi aussi, j'y vais vraiment de façon très très franche. Il faut y aller quand on peut le faire. Voilà, c'est très, ça permet vraiment des choses assez incroyables. Des fois des choses simples comme faire venir les salariés, mais c'est jamais aussi simple que ça. Et donc là, avec la clinique Pasteur, la première année, on avait décidé en contrepartie de proposer une pièce de théâtre de forme simple dans la clinique. On rêvait de le faire dans le réfectoire pour que les patients puissent venir. Bon, ça a été compliqué, donc on l'a fait dans une cellule, dans une cellule de jour. Donc il n'y a pas eu trop de patients. Donc le directeur gardait quand même, s'est dit on pourrait aller plus loin. Et en échangeant, en prenant le temps vraiment d'échanger, c'est essentiel, on le sait tous, mais c'est dans ces moments-là qu'on arrive vraiment à aller plus loin, à bien comprendre aussi le champ de l'autre. Eh bien, le directeur s'est dit, non, il faut, moi vraiment, ça sera aussi, parce que je dois convaincre mes actionnaires sur le mécénat, il faut que ça aille vraiment directement, que le mécénat, ça touche directement les patients. Et bien, on a décidé de travailler avec la cellule de soins palliatifs. Donc on était vraiment surpris parce que je ne pensais pas qu'on travaillerait avec des patients en fin de vie. Et on a travaillé avec toute l'équipe qui travaille donc, de la cellule de soins palliatifs, c'est-à-dire les médecins, les ambulanciers, les aides-soignants. Il y a eu des réunions très très intéressantes. Et on a fait venir des malades. On avait choisi bien sûr des spectacles, on avait ciblé. Mais ils sont arrivés en brancard, ils ont partagé la représentation avec le public. Bon, moi, c'est vraiment des mécénats les plus forts parce que c'est quand même... on partage des moments forcément extrêmement puissants. Et puis ensuite, on faisait des bilans après. Donc, c'est vrai que le patient, se remettre, sortir, c'est une des dernières sorties. Sortir avec une personne de sa famille, ça peut être un ami. Ou s'il n'y avait personne, c'était aussi l'aide-soignante. C'était des moments, c'est des moments magnifiques. Bien sûr, là, depuis 1 an et demi, la crise sanitaire fait qu'on ne peut pas accueillir ces patients-là. Mais pour vous dire aussi que le mécénat, on a parlé peut-être au démarrage sur le don. Et après, on était dans un projet. Donc, il y a des choses quand même qui peuvent être assez belles quand même à mettre en place. Voilà. Là, on va peut-être laisser la parole à la salle, mais juste aller dans le sens de Clémence, qu'un mécénat ne sera qu'un succès abouti si on associe l'intégralité de son personnel, qu'il s'agisse de l'entreprise ou bien de la structure culturelle. On ne fait pas seul le mécénat, c'est vraiment une action commune. À l'instar de ce qui peut se passer dans les territoires, moi je jouerais la carte du mécénat collectif et on a l'impression que c'est inabordable, mais il suffit d'avoir 10 entreprises qui donnent entre 2 et 3 000 euros. On atteint vite presque, on n'y est pas, mais le seuil d'une fondation d'entreprise. J'en veux pour preuve que dans les Pyrénées-Orientales, on connaît bien le terreau aussi économique et on a pu avoir à la fois une clinique, les anchois de Collioure, les pompes funèbres, je ne plaisante pas, des assureurs. Et vous voyez, c'est TPE, PME. Donc je jouerais aussi vraiment la carte du mécénat collectif qui fait que si on est plusieurs, d'abord on fait du réseau. Entre eux, ils font du réseau et en termes d'image, c'est possible et c'est intéressant. Donc je retiendrai 2 choses et puis aussi qu'il faut des intermédiaires parce qu'on ne peut pas être chorégraphe, directeur d'une salle et faire son travail de créateur et aller chercher du mécénat. Donc je pense que le mécénat est un métier qui doit se professionnaliser, Et alors, il y a des consultants, peut-être pas suffisamment. Il y a peut-être pas suffisamment aussi de chargés de mécénat dans les entreprises. Nombreux chefs d'entreprise reçoivent des multitudes de dossiers, ne savent pas qu'en faire. Donc je pense qu'il y a, on en avait parlé avec Mathilde, quelque chose à faire au niveau de ce métier qu'il faut développer, peut-être mutualiser sur des territoires. Je sais que dans le Gard, il y a eu 4 structures culturelles qui se sont associées, ont partagé des compétences, notamment dans le mécénat, et ont essayé de monter un fonds de dotation ensemble. Enfin, il y a pas de recette, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et moi, je suis assez optimiste. De 10-12 dernières
dernières années de pratique, je vois que c'est possible. Alors je reste aussi prudente, c'est du travail, faut le vouloir, c'est pas facile. Mais c'est sûr qu'on ne s'adresse pas à l'État ou à une collectivité de la même manière qu'on approche l'entreprise. Donc il faut développer un argumentaire efficace. Il faut faire aussi des plaquettes de recherche de mécénat. Il faut y aller. Et puis il ne faut pas hésiter à faire appel aux personnes compétentes qui viennent appuyer votre démarche. Mais franchement, essayez, ça vaut le coup. J'en profite juste, et puis après, bien sûr, on va faire passer le micro pour dire aussi que, alors Nathalie Bacon devait être présente, devait être la 4e intervenante, mais voilà, le cas contact, hein, c'est en ce moment un peu d'actualité, donc elle s'excuse. Donc elle est chargée de mécénat à la grainerie de Toulouse, donc c'est un pôle national du cire, donc je ne vais pas parler à sa place, mais aussi elle a une autre casquette qui est intéressante, c'est qu'elle est coordinatrice du pôle de compétences culture mécénat d'Occitanie. Voilà, c'est un pôle de compétences qui réunit 6 consultantes. Moi aussi, j'en fais partie. En fait, ça fait depuis 1 an et demi, avec la crise, on a décidé d'échanger déjà entre nous. C'est ce qui est quand même toujours... on est pris par le quotidien, etc. Donc c'est une très belle chose. Et l'idée, c'est qu'on a mis en place des cafés mécénat virtuels, puisqu'on ne pouvait pas se voir. Et donc, on proposait de se faire rencontrer des temps d'échange pour des porteurs de projets, de discuter avec des consultants. On faisait des speed coaching, ça a des noms comme ça, j'oublie, mais c'était des moments aussi d'écoute. Et ensuite, de donner un peu des ressources. Donc ça, c'est vrai que c'est des initiatives, je pense qu'il faut continuer, parce qu'on fait aussi on parle de ce métier, on le présente aussi dans des réunions de mécènes, d'entreprises aussi, pour qu'ils sachent que le métier se professionnalise, et l'idée quand même, c'est de permettre de faire connaître cette culture du mécénat qui, il y a encore, on peut vraiment continuer la pédagogie, parce que les entreprises, surtout les petites entreprises qui sont quand même vraiment là dans nos territoires très présentes, n'ont pas forcément le temps, ou ont des idées un peu reçues sur c'est pas pour nous, ça ne nous appartient pas, on n'est pas le Louvre, on n'est pas Vinci, on n'est pas Total. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des initiatives comme ça. Montrer ce que vous faites à l'entreprise. C'est vrai que c'est le meilleur moyen pour qu'il puisse s'investir. Et voilà, je crois qu'on va vous laisser peut-être poser quelques questions, s'il y en a. Ça marche. Bonjour et merci pour tout ça. Question pratique ou technique, je ne sais pas. Mais comment on peut, nous, comme porteurs de projet, par exemple, contacter à vous 4 après ce soir? Ça, c'est difficile. Non, moi j'assure une mission de service public, donc je suis ouverte. C'est une question d'agenda et de disponibilité. Donc vous avez compris que je ne chercherai pas de mécène pour vous, mais ce que je fais, je pense, apporter ses fruits, puisque certains projets ont abouti, ont pu avoir soit un club d'entreprise, ou soit même un fonds de dotation, ou même simplement du mécénat direct. Mais j'ai envie de dire que dans votre entourage, autour de votre projet, il suffit de questionner. Parfois, il y a des mécènes qui s'ignorent. Il suffit vraiment d'en parler dans sa famille. Je suis sûre qu'on a quelqu'un qui travaille dans une grande surface, d'autres dans une banque. Rien que ça, déjà, d'essayer d'en parler et de regarder autour de son projet. Moi, je crois à la vertu et au dynamisme du territoire et à la proximité. Ce qu'on a un petit peu perdu avec les grandes régions, mais qu'on essaye de combler tout de même, c'est vraiment les professions libérales. Je veux dire, pour l'instant, un boulanger, un boucher, il peut aider. Bon, voilà, il suffit de convaincre, de montrer son projet et de lui donner la place, et de donner à l'entreprise la place qu'elle mérite. Surtout ne pas faire
venir l'entreprise en toute fin de projet pour dire voilà, il me manque 500, 1000 euros, ben voilà, l'entreprise va combler. Ça ne marche pas comme ça. Et donc je pense qu'il faut l'associer au départ du projet. Ça la rend beaucoup plus, ça la valorise davantage. Et je prenais juste l'exemple de mécènes qu'on ne fait jamais venir à la table d'une conférence de presse. J'ai proposé une fois un festival qui avait de nombreux mécènes, mais que les mécènes restaient dans la salle. Alors ça m'a gêné considérablement. Voilà, là j'en suis déjà au fait que vous ayez trouvé, mais venir donner-lui la place qu'elle mérite aussi, et faites-la intervenir, j'avais dit, à la tribune aux côtés de l'État, des collectivités. Et je voulais dire quelque chose, c'est certainement plus sain, et j'en terminerai là, le mécénat est une source d'équilibre. Lorsque vous êtes aidé à la fois par l'État, les collectivités, un particulier et un mécène, votre projet est augmenté par une richesse, et je pense que c'est pas bien de dépendre que de l'État, c'est pas bien de dépendre que d'une collectivité, c'est pas bien de dépendre que d'un mécène, et on a la chance, avec la loi qui est actuellement en vigueur, de pouvoir, que le mécénat, qui n'est qu'un outil, et s'il dépasse 15 à 20% du budget en ce moment d'un projet, c'est énorme déjà, c'est énorme, mais il va vous apporter au niveau intellectuel, je pense, une richesse. Pour moi, c'est des histoires, le mécénat. Voilà, c'est de jolies histoires, on n'a pas le temps d'en raconter d'autres là maintenant, mais je veux dire, voilà, c'est possible. Voilà, et il faut tenter, mais c'est pas simple non plus. Voilà. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Axel Toss, je suis doctorant en cinéma et audiovisuel à l'université de Paul Valéry et je me spécialise dans toutes les questions de production et de financement donc des projets. Et avec votre présentation, j'ai cru comprendre que le mécénat intervenait dans le cinéma et audiovisuel et j'aurais aimé savoir concrètement comment ça fonctionne, comment ça s'opère. Vous dites que dans le mécénat, pardon, j'ai pas compris, que le secteur du cinéma ? Comment Oui. le mécénat intervient dans le cinéma et l'audiovisuel ? Alors évidemment, c'est un secteur qui est un petit peu en marge, enfin qui est en fait proche de l'entreprise, et je crains que la plupart des projets autour de l'industrie cinématographique ou des musiques actuelles, alors il faudra le vérifier, vous ne soyez pas éligible à recevoir du mécénat. Alors tout dépend du support juridique que vous avez d'abord. D'abord, les services fiscaux, même si on n'engage pas forcément le porteur de projet à aller le faire vérifier, moi je le conseille. Après, il y a plein d'autres structures. Les centres dramatiques nationaux sont des SARL. Par le poids de l'histoire, ils se sont constitués en SARL, alors qu'une scène nationale est en association de loi 1901. La scène nationale va pouvoir prétendre au mécénat et la centre dramatique ne pourra pas. C'est voilà, le problème aussi du poids de l'histoire culturelle. Donc après, c'est plus compliqué, je le reconnais vivement, et ça, la loi doit évoluer. Il y a encore des choses à faire évoluer. C'est vrai que votre secteur est un petit peu compliqué dans le sens de la fiscalité. Mais je te laisserai parler, Jean-Louis, sur le côté peut-être fiscal. Mais le cinéma, alors après, voilà, mais il y a quand même des structures de cinéma qui bien sûr, ont recours au mécénat, et ça fonctionne. Mais voilà, je ne peux pas être certaine que tous les projets, alors que la plupart des associations de loi 1901 sont d'intérêt général. Mais si vous... Alors attention, on n'a pas dit qu'on pouvait sectoriser les comptes. Voilà, vous pouvez sectoriser les comptes. S'il y a une partie qui peut être tout à fait, si vous n'êtes pas éligible d'un côté, vous l'êtes de l'autre, vous faites passer le mécénat sur la partie éligible au mécénat. Mais je vais laisser peut-être le juriste nous préciser les choses. Oui, merci. Bon, d'abord, pour me contacter, moi, c'est pas compliqué. Vous allez sur Internet, vous trouvez le fonds de dotation Artouti, il y a tout, ou vous venez prendre, j'en ai quelques-unes, des plaquettes, ou mieux encore, mais là, j'en ai plus. Vous regardez, vous admirez les cartes de visite du fonds de dotation Artouti, dont je dis un mot, parce que sinon, les communicants, après, me grondent également. Vous avez d'un côté une face colorée qui est un détail d'une œuvre d'Hervé Di Rosa. Et derrière, vous avez les coordonnées en noir et blanc du fonds de dotation Artouti, parce que le fonds de dotation s'efface devant la palette du peintre. Voilà. Mais si je ne le dis pas, personne ne le comprend. C'est quand même un peu dommage, parce que c'est réfléchi.
Sur le cinéma, il n'y a pas que le droit fiscal. Il y a aussi le Code général des collectivités territoriales qui permet aux collectivités, bon, vous savez que les collectivités territoriales ne peuvent pas aider d'entreprises, en tout cas pas d'aide directe ou indirecte, sauf accord de la région. Sauf pour le cinéma, où vous avez un livre entier du Code général des collectivités territoriales qui permet aux collectivités d'apporter des aides directes ou indirectes aux entreprises de cinéma. Si vous n'êtes pas entreprise de cinéma, vous pouvez, dès lors que vous êtes associatif, bénéficier d'un mécénat via des fonds de dotation. Vous avez le cinéma La Clé, par exemple, à Paris, qui rencontre quelques difficultés avec le groupe SES notamment, qui a monté un fonds de dotation cinéma. Ça ne marche pas très bien. Moi, je suis d'expérience. Quand on a créé le fonds de dotation Artuti, pourquoi est-ce qu'on l'a créé nationalement? Parce qu'à l'époque, la loi ne prévoyait que la création de fonds généraux, d'action générale, et au niveau national. Et comme ça a très bien marché, la loi ensuite a évolué et permet aux collectivités de créer des fonds de dotation locaux. Et à mon avis, c'est une très mauvaise idée. Quand vous serez allé regarder le fonds de dotation Artuti, vous regarderez également ce que la Chambre régionale des comptes, donc le juge financier des collectivités territoriales d'Île-de-France, a dit du fonds de dotation de Montreuil, qui a monté un fonds de dotation, la ville a monté un fonds de dotation local d'action culturelle. Quand vous regardez le rapport de la Chambre régionale des comptes, visiblement la CRC n'a pas du tout apprécié le mode de financement. Parce que le problème du mécénat d'intervention locale, c'est le risque pour l'entreprise et pour la collectivité, vous, acteurs culturels moindres, c'est le risque d'un racket, c'est le risque pour l'entreprise d'un abus de bien social, et pour la collectivité, c'est le risque de se voir reprocher de subordonner l'octroi d'un permis de construire, s'agissant d'un promoteur, au versement du mécénat. Et plus vous êtes en lien direct entreprise et collectivité territoriale, plus ce risque existe. Marché public. Voilà, marché public. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que le mécénat, et là je prolonge, c'est quelque chose de très rigoureux. Il y a des textes très rigoureux parce que le fonds de dotation passe convention avec l'entreprise, c'est un contrat. Et c'est un contrat qui est très précis, qui répond à des impératifs d'ordre public et également à des préoccupations de l'entreprise. Il faut que l'entreprise puisse justifier que les sommes qu'elle sert lui servent, sinon c'est de l'abus de bien social. Et c'est là que la limite des 25% de retour sur investissement est important. C'est très important de faire attention à ce qu'il y ait une visibilité pour l'entreprise, mais que ce ne soit pas de la publicité. Et ça, c'est des notions et comptables, et fiscales et juridiques. Je ne doute pas de vos capacités d'intervention juridique, mais je ne suis pas certain que vous soyez tous en capacité de le faire. Et vous avez des comptables dans vos structures. Voilà. Et c'est quelque chose de pointu, d'assez pointu, donc il faut faire attention. Et moi, je crois qu'effectivement, quand vous allez démarcher, parce qu'on démarche les entreprises, on va se présenter avec un projet. Et il faut que ce projet parle à l'entreprise. Et c'est très facile de faire un petit coup. Vous allez voir une entreprise, vous allez récupérer facilement 2 000 €. Vous avez vu tout à l'heure, ils peuvent lisser ça sur 5 ans. C'est-à-dire que là, cette année, c'est avant le 31 décembre, hein, c'est un peu limite. C'est pas trop tard pour les particuliers. C'est-à-dire que si vous, vos familles, vos amis ont la possibilité de défiscaliser, parce que vous payez des impôts, jusqu'au 31 décembre, vous pouvez le faire. Après, il faut trouver le bon réceptacle. Mais bon, ça peut se faire. Ça veut dire quand même que dans la limite de 20% de vos revenus, vous pouvez sélectionner de soutenir telle ou telle action. Si vous faites le tour autour de vous, vous verrez que vous pouvez déjà commencer à mobiliser, sans doute pour l'an prochain, mobiliser du mécénat de ce type. Je ne sais pas si on a répondu à votre question concernant le cinéma, c'est bon? Non, mais c'est vrai que c'est... Oui.
C'est vrai que si vous êtes proche du fonctionnement d'une entreprise, c'est vrai que ça va être compliqué. Alors un fonds de dotation, ça ne se substitue pas non plus, parce que de toute façon, l'argent du fonds de dotation doit aller à un projet d'intérêt général. Au final, ça revient au même. Il faut que votre structure culturelle, que ce soit un fonds de dotation, une fondation, un club d'entreprise, c'est là où la loi quand même permet, mais à partir du moment où la structure est bien éligible à recevoir du mécénat. Donc le fonds de dotation n'est pas non plus la panacée par rapport à votre préoccupation. C'est juste que la loi doit évoluer. CGCT. Oui, voilà, c'est ça. Parce que, je ne veux pas faire de droit public, mais si le Code général des collectivités territoriales consacre un chapitre entier à l'aide par les collectivités à des entreprises économiques, des entreprises de droit privé, du cinéma, c'est que le cinéma présente un intérêt local. Sinon, ils n'auraient pas le droit. Et donc, c'est par ce biais-là que vous pouvez rentrer dans le droit fiscal. Mais après, c'est quand même c'est assez compliqué juridiquement, donc on ne peut pas vous répondre plus précisément que ça. Mais ne soyez pas désespérés, il y a des solutions. Après, effectivement, moi, juste pour donner le point de vue de l'entreprise qui reçoit des offres, pour aller dans le sens de ce que disaient Véronique et Mathilde, il faut effectivement arriver avec des projets qui sont constitués et ne pas nécessairement aller toujours vers les plus grosses entreprises. Je dis ça pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sollicitations, je dirais pas quotidiennes, mais pas loin, et d'ailleurs où les gens vous envoient une demande de financement sans même effectivement se donner la peine de poser un projet derrière. Alors, c'est presque grossier. Voilà, et nécessairement ces projets-là, si vous voulez, on ne les aide pas, mais on se dit, moi je le vois donc par le biais de, non pas d'Arrêt Patrimoine, mais par les liens qu'on a donc avec les groupes Roméo, les demandes affluent et souvent effectivement sans qu'il y ait réellement de fonds derrière, parce que les gens se disent, tiens, ils ont du pognon, donc ils peuvent donner. Alors, ils donnent beaucoup, mais structurer effectivement une offre derrière, un projet, et portez-le, et faites-vous aider, bien évidemment. Est-ce qu'on a le temps encore de prendre quelques questions ? Une question. Une question ? La dernière. Oui, je trouve tout ce qui a été dit passionnant, mais un peu lointain pour nous. Quand on est dans une petite structure, il me semble que ce n'est pas très difficile de lever des fonds pour Picasso, ou même quand on a le carnet d'adresse de M. Ganivinck, ce n'est pas super difficile non plus. Mais quand on a une toute petite structure, excusez-moi, hein, mais bon... Non, mais il ne lève pas des fonds, il a donné des fonds. Oui, il en a donné, mais enfin, je vous trouve très éloigné de nous. Voilà. Aujourd'hui, quand on est seul ou à deux, enfin des petites structures, qui aller voir ? Comment préparer son dossier, tout simplement ? Comment être attractif ? Comment arriver à se vendre, même, hein, tout simplement ? Il y a déjà tout ce travail-là. J'ai l'impression que ça, vous êtes déjà passé à une autre... Excusez-moi, je ne m'exprime pas très bien, mais je crois que Véronique, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Tout à fait. Non, mais moi, madame, je voudrais vous rassurer, parce qu'effectivement, on pouvait penser qu'à de temps en temps, on s'éloigne du propos. Je veux dire qu'on est là pour ça. Moi, je vous dis encore une fois, je peux être à votre écoute, et c'est vrai que vous devez être accompagné. Mais j'ai envie de dire, si vous proposez, vous demandez une subvention à l'État, j'imagine que c'est la même difficulté aussi, parce qu'il y a les méandres et les constitutions de dossiers qui sont compliquées. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut se prendre en main, il faut y aller, que ce soit auprès de la collectivité où là, on se valorise, puis l'autre, on dit qu'on va se vendre. En fait, le travail est le même. Il faut juste ajuster son argumentaire en fonction de la cible. Ça, c'est de la communication. Mais après, je veux dire, vous êtes sur un territoire quel qu'il soit. Moi, j'ai vu des projets sur des toutes petites communes. Mais évidemment, le projet était peut-être plus modeste, mais néanmoins intéressant. Moi, je crois qu'on part du projet. Il faut vraiment que le projet ait quelque chose à dire, quelque chose d'innovant, qui séduise l'entreprise, parce qu'elle n'est pas là pour vous aider a priori. Mais voilà, donc il faut y aller avec un projet viable déjà, et puis regarder autour de soi, et je suis sûre qu'on a on peut y arriver avec la proximité déjà. Après, on peut aller plus loin. Vous êtes sur une compagnie de danse, vous avez un danseur italien qui vient, voilà, on peut questionner le mécénat étranger aussi, international. Mais voilà, au départ, la proximité, franchement, je comprends vos préoccupations, je l'entends tous les jours, je suis sans arrêt alertée là-dessus, sur la difficulté, soit dans le milieu rural. Chaque projet est intéressant, il y a de l'entreprise et du mécénat et des dons pour tout le monde. Voilà. Il suffit effectivement de se prendre en main aussi, hein, et d'être acteur de sa propre recherche. Et il ne faut pas séduire que l'entreprise. Il faut choisir le bon relais. C'est évident, toutes les associations sont perdues. Les associations, elles sont pas formées, elles n'ont pas l'argent, souvent, pour aller se faire accompagner par des professionnels. Elles ont autre chose à faire
qu'à se préoccuper de ça parce qu'elles ont leur propre projet qui mobilisent déjà leur temps et leur énergie. Et donc, elles font rien. Non, il faut qu'elles trouvent leur relais qui va leur permettre d'aider à déclencher du mécénat. Et ça peut être directement l'entreprise, ça peut être d'autres associations, ça peut être, et j'y reviens, ça peut être les collectivités locales. Quand vous arrivez à convaincre votre maire ou votre président d'agglo que votre projet, il est intéressant, il est intelligent pour le territoire, pour la population du territoire, si vous vous en faites un allié, lui, il a accès aux entreprises. Bon, malheureusement, le Covid fait qu'on n'a plus de vœux des maires. Bon, encore que dans certaines villes, c'était un affreux mousseux et qu'il n'y avait plus de champagne. Mais bon, c'est un autre aspect. Donc là, on a perdu. Parce que je vous assure que dans les cérémonies de vœux des maires, ça discute mécénat, ça discute projet, ça discute financement. Et donc, sauf à ce que votre maire soit radicalement obtus pour tout ce qui est action culturelle, il y en a quelques-uns, mais la plupart, c'est pas ça. La plupart des élus ont une vraie attirance, une vraie appétence pour l'action culturelle. Ça peut être une cible au sens où c'est un relais qui peut être utile. Parce que, y compris la collectivité, elle peut vous aider à monter votre projet. Parce qu'il y a des services dans les collectivités qui savent monter des demandes de subventions. Et c'est rigoureusement la même chose. Il faut donner envie. Et ça, vous ne pouvez pas nous demander à nous de vous donner envie à votre projet que nous ne connaissons pas. C'est à vous de le connaître, le projet, de nous le présenter et de nous le vendre. Une fois que vous nous aurez vendu, parce que c'est vraiment de l'action de communication et de conviction, eh bien vous trouverez les relais. C'est sûr que tout le monde n'est pas Picasso, c'est évident. Mais vous n'imaginez pas le nombre de petits... On ne fait pas des catalogues à chaque fois qu'on soutient une action de spectacle vivant, hein. Mais on en soutient beaucoup. Et pas pour des grosses sommes, 2 000, 3 000 euros, mais pour beaucoup de petites associations, 2 ou 3 000 euros, eh ben ça sauve l'année. Hein. Et, sauf que pour 2 000, 3 000 euros, vous avez beaucoup de mal à vous faire accompagner par un professionnel. C'est vrai. Mais ça veut aussi demander aux collectivités qui ont, pour beaucoup d'entre elles, des maisons des associations, de développer cette action-là, d'y réfléchir et de se former. Merci. Juste peut-être pour dire un tout petit mot, n'hésitez pas aussi à aller voir le site internet du pôle de compétences culture mécénat, parce qu'on propose tous les mois des petits déjeuners virtuels où on échange, on prend un temps pour... il y a une consultante, on n'est plutôt que des filles pour l'instant, mais vous avez un moment d'échange, il y a un temps d'écoute de 20 minutes à peu près, on peut déjà vous aiguiller, essayer de vous amener à vous poser des questions. Merci, je pense que le temps est compté, merci à vous tous et toutes, et puis à bientôt.